allons-nous vers une guerre entre la Russie et l'OTAN? Il y a actuellement une superposition de narratifs. Okay? Il y a 3 niveaux différents. Le premier, c'est celui des médias mainstream. Le deuxième, c'est celui qu'on va aborder ce soir et un peu le troisième aussi. Est-ce qu'on pose un peu de contexte par rapport à ces informations? Attends, déjà je pose, je le fais là. Donc, il y a eu Mike Pompeo qui a visité l'Ukraine avec Lindsey Graham juste quelques jours avant une attaque ukrainienne sur les terres russes, appelée Spiderweb ou je sais pas quoi, la toile d'araignée. Soi-disant qu'ils ont bombardé des avions militaires russes d'équipements nucléaires, etc., etc. Et donc, on a Mike Pence ici qui prend cette vidéo de Mike Pompeo qui a fondu, apparemment, il a perdu tout son poil, on a du mal à le reconnaître. Ça fait 2 ans qu'il a maigri. Ouais. Et donc, il explique, écoutez juste le début un petit peu, je vais essayer de lire, ok? C'est Mike Pompeo qui explique la veille des attaques, la veille des attaques. Je proposerai cela. Aux échecs et dans la guerre, il y a ce concept de blitzkrieg. Bougez rapidement, attaquez l'ennemi, soyez vicieux. Sun Tzu en parle légèrement différemment, mais je suggérerais que même le modèle sur lequel ce conflit a été mené a été suffisamment agressif. Insuffisamment. L'Occident n'a pas été prêt à faire le nécessaire, c'est-à-dire d'imposer les coups suffisants à Poutine et à son régime, à l'équipage dirigeant autour de lui, pour leur imposer suffisamment de coups afin qu'ils soient prêts à réellement se retirer pour un moment. Donc Mike Pence qui commente, qui dit, attendez, ça c'est un jour avant la plus grande attaque contre la Russie de toute la guerre. Un jour ils seront en Ukraine. Un jour avant que les bombes tombent, pour dire que nous devons mener un blitzkrieg à l'intérieur de la Russie, en gros. Le chef de la CIA, le secrétaire d'État du premier mandat de Trump, sachez qu'il s'agit d'un défi constant. Et donc, Mike Pompeo, il va là-bas, il a ce discours pour dire il faut, et surtout plus tard, la conclusion, c'est qu'il faut frapper d'une façon à ce qu'on ne laisse pas le choix à Poutine de réagir. C'est l'idée, en fait. Et donc, Mike Pence qui montre à tout le monde que tu as le mec qui dit ça la veille de cette attaque très dangereuse de la part de l'Ukraine. Et donc, on a quelques images de l'attaque ici. Voilà, et ici. Et l'Ukraine prétend qu'ils ont détruit 41 avions nucléaires, je ne sais pas quoi. En fait, c'est entre 30 et 40% du potentiel des avions de l'aviation stratégique. Stratégique, c'est nucléaire russe. Ok, mais apparemment, l'Ukraine ferait de la désinformation. On a TF1 qui a fact-checké l'Ukraine. Okay? L'article de TF1 examine la véracité des affirmations de l'Ukraine concernant la destruction de 41 avions russes lors de l'opération Toile d'araignée menée le 1er juin 2025. Cette opération, préparée blablabla, a ciblé simultanément plusieurs bases aériennes russes à l'aide de drones FPV surnommés Big Boy, blablabla. Bien que Kiev affirme avoir détruit 34% de la flotte de bombardiers stratégiques russes, les preuves visuelles disponibles ne confirment que la destruction d'une dizaine d'appareils. De nombreuses vidéos circulant en ligne prétendant montrer l'attaque se sont révélées être des extraits de jeux vidéo comme Arma 3 ou des contenus générés par l'IA présentant des incohérences visuelles telles que des avions avec 2 cockpits ou 4 réacteurs. Donc ça veut dire, là on a TF1 qui fact-check l'Ukraine, genre non, ils n'ont pas cassé 41 avions, ils ont cassé 10. Et le reste, c'est des trucs créés par l'IA. Donc c'est intéressant quand même. Vous le saviez ça, qu'ils ont fait ça, TF1? Non, je l'avais pas. J'avais pas fait. Ça vous inspire quoi? Je suis curieux de votre réaction. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser parce que l'attaque, elle a été effective et qu'effectivement, les bombardiers stratégiques ont été touchés en Russie. Et que ça a été confirmé même par la partie russe. Non, ça a été confirmé, mais moi, j'ai plein de sources autres qui démontrent que les avions qui sont là-bas, en fait, c'est un garage de vieux avions pour récupérer des pièces.
Tu vois. Alors, oui. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi l'information que j'ai, c'est que c'était effectivement les bombardiers nucléaires qui doivent être mis dehors suite à un accord sur le contrôle de l'armement, traité START sur la prolifération des armes nucléaires. Ce qui déjà est tout un problème en soi sur lequel on pourra revenir. Après, sur ce qui vient d'être dit, bon, la source du fact-checking, c'est TF1, donc ça m'inspire déjà un petit peu de méfiance. Néanmoins, là, on a l'Ukraine qui frappe un gros coup. Ils ont tout à fait intérêt à montrer que waouh, notre coup était super fort. Et quand TF1, pourquoi est-ce que TF1 fait ça ? Ça, c'est une question qui se pose. Mais lorsqu'on dit, en fait, non, t'en as pas cassé 40 des avions, t'en as cassé 10, ce serait. Mais c'est pas que TF1, hein, parce que je te dis, j'ai d'autres sources de comptes patriotes, si vous préférez, qui prennent et analysent les vidéos. Ils te disent, regarde, cet avion-là, il n'a pas du tout de moteur. Donc, cet avion-là, il n'est pas prêt à voler, il n'est pas opérationnel. C'est des vieux avions. D'ailleurs, tu as même des images dans les vidéos où une fois tu le vois là, une fois tu le vois là. Donc, on dirait que pendant Ok, alors là, du coup, alors là, je te le fais ça en live, hein, parce que moi, je n'avais pas vu passer ces informations. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, ce serait en gros un cirque. L'attaque qui a eu lieu aurait été très très inférieure, voire même aurait été peut-être complètement inexistante. En gros, c'est ça l'hypothèse qui pourrait être faite. Moi, personnellement, j'ai rien. Pas inexistant, mais une mise en scène en tout cas. Là, du coup, ça confirme un petit peu, et je pense qu'on va revenir avec ça sur les autres sujets qu'on va aborder ce soir, notamment sur ce qui se passe entre Elon Musk et Trump. Là, en ce moment, ça fait très pièce de théâtre à tous les niveaux. Là, moi, je me remets dans vous savez, hein, dans ma grille de lecture qui a fait que je suis rentré dans cette émission à la base, c'est-à-dire les drops de Q, qui nous dit dès le début que on est en train de regarder un film et que tout ceci est un film et qu'à la fin, il faudra un événement tellement flippant. Alors, on a toujours mis la Troisième Guerre mondiale derrière cet événement flippant, et en fait, ces vapeurs de Troisième Guerre mondiale sont en train de se rapprocher. Qu'il faudra ça pour que les gens ils arrêtent, ils lâchent leur pastis et leur Instagram. Donc, tu serais en train de parler du fameux précipice, en fait. Alors. Oui, moi, ce que je vois là, ce dont on est en train de s'approcher, je pense que c'est le précipice, c'est-à-dire que effectivement, si jamais on prend l'information, la nouvelle à sa valeur visuelle, hein, c'est-à-dire oui, il y a eu une attaque qui a été faite pendant les pourparlers de paix par l'Ukraine, qui a attaqué les infrastructures nucléaires, alors que ces infrastructures nucléaires étaient justement dehors parce que la Russie respecte ses accords avec l'Occident. Là, effectivement, tu te dis c'est même plus une provocation, c'est directement un crachat dans la gueule de la Russie et de Poutine. Juste après quoi ? Juste après une tentative d'assassinat lorsqu'il était dans son hélicoptère. Donc, on est à même de se dire. Attends, je vois que t'es pas du tout d'accord, Nico. Il y a pas de problème. Moi-même, je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Hein. Donc, c'est bien ça. C'est pas mal. Non, mais donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, que ce soit effectivement des vraies attaques militaires qui aient lieu, ou alors que ce soit une mise en scène, d'un point de vue narratif, on se rapproche d'un casus belli. Je veux dire, Poutine serait complètement légitime d'envoyer chier tous les processus de paix et d'aller balancer tout ce qu'il a, genre les missiles hypersoniques et compagnie, sur l'Ukraine, et même sur les autres pays de l'OTAN qui ont donné l'autorisation à l'Ukraine d'aller utiliser tout ce qu'ils ont pour aller embêter la Russie. Donc, oui, ce précipice en termes de narratif se rapproche. Ça, c'est évident. Maintenant, tu viens avec une information qui semble dire que peut-être que tout ça, c'est juste de la mise en scène, c'est juste du cinéma. Oui. Moi, je dis, c'est fact-check, c'est une coquille vide. Et je vais vous dire pourquoi, parce que si vous le lisez attentivement, il dit, le régime de Kiev prétend ça, etc. Mais des nombreuses vidéos partagées en ligne, donc du coup, ils disent pas les vidéos officielles par l'armée ukrainienne ou russe, machin, etc., sont fausses. Ok. Là, effectivement, n'importe qui peut poster des vidéos, soi-disant d'aérodrome, soi-disant de l'attaque, etc. C'est vide de sens, en fait. Alors, juste, ils ont fait un article pour justifier leur salaire. Tu as regardé ces vidéos Non, est-ce que tu as regardé ces vidéos? Je crois qu'il y a des fausses vidéos. Il y a des vraies vidéos aussi. Ouais. Mais le truc, c'est tel qu'il est construit l'article, c'est une coquille vide. Ils disent, nombreuses vidéos des internautes, en fait, sont des vidéos fausses, montrant des attaques. Oui, ok. Il y a des mecs qui ont présenté des fausses vidéos. Qu'est-ce que tu veux tirer conclusion de ça? Il y a un décalage, Nico, entre ta voix et ton image. On dirait que tu es à l'émission de la semaine dernière. Là, donc, c'est vraiment compliqué. Là.
Ouais. Écoute, moi, je sais... je sais pas, moi, je vois, il y a une attaque. Voyons la suite et vous allez comprendre, parce que cet article, il a quand même son importance. La réaction de Poutine, elle était assez costaud. Il a traité les collaborateurs de Zelensky carrément de terroristes, donc dans cette vidéo-là. Et il explique qu'il va répondre, en fait. Tu vois, il va répondre et qu'il ne va pas se laisser faire. Zelensky, derrière, qui prend peur, et que, genre, il fait l'attaque, et après, il se met en mode on devrait s'asseoir et discuter. Écoutons ce qu'il a à dire, elle est courte. Nous proposons, juste après l'attaque, hein, c'est genre, il bombarde la Russie, et après, il dit nous proposons, et je pense que nos partenaires peuvent nous soutenir, mais nous proposons aux Russes un cessez-le-feu jusqu'à la rencontre des dirigeants. C'est mon opinion personnelle. Nous sommes prêts à rencontrer immédiatement. Je veux qu'il n'y ait aucune insinuation. Le lieu de rencontre sera au choix des Russes. Istanbul, le Vatican, la Suisse, tout cela est possible. Nous proposons une rencontre à partir de lundi, n'importe quel jour. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc qui est complètement ridicule dans cette histoire. Quand Poutine il déclare que le régime ukrainien est un régime de terreur, un régime terroriste, d'accord ? On ne négocie pas avec les terroristes. Du moins, je vais dire, le monde entier, il n'y a personne dans le monde qui comprendrait que Poutine négocie avec un gouvernement qu'il a déclaré lui-même terroriste. Que ce soit à la table de négociation avec Zelensky, ça ne renforce pas du tout une position pour les négociations, dans la logique des choses. Ouais. Il ne parle pas de Zelensky, il parle des collaborateurs de Zelensky. Il parle du régime au pouvoir à Kiev, qui est un régime terroriste. Donc Zelensky, il en fait parfaitement partie. Okay. Donc il le rejette. Et d'un autre côté, maintenant, Zelensky, il a fait flipper tout le monde. À tel point que même les médias occidentaux aujourd'hui, ils disent la guerre sale de Zelensky. Ouais. Ça, je l'avais vu dans la presse occidentale, là, brièvement. Avant, c'était, attention, l'Ukraine défend la démocratie, maintenant c'est la guerre sale de Zelensky. Peut-être qu'il y a un lien entre la guerre sale de Zelensky, cette approche médiatique, et le fait que TF1 fact-check les annonces faites par Kiev. Tu vois ? Décrédibiliser le pouvoir ukrainien. Et pourquoi d'un coup TF1 et on va dire les médias mainstream se retournent contre la rhétorique de l'OTAN ? Parce que on l'a vu, hein, t'as Mike Pompeo qui va là-bas et qui dit il faut faire un blitzkrieg, ça arrive juste après, donc soit c'est un hasard, soit il avait quand même une sacrée bonne idée de ce qui allait se passer. Et derrière, les médias là, qui sont en train de servir la soupe à l'OTAN depuis le début du conflit, d'un coup, d'un seul se retournent. Il y a, je sais pas, il y a des pièces qui s'emboîtent mal dans cette histoire. Il y a quelque chose de pas clair. Regardons la suite et essayons de faire un lien quand on aura toutes les pièces. La suite, elle est simple. La réponse russe qui n'a pas tardé, donc c'était tout à l'heure, aujourd'hui, et ils ont bombardé. Donc tu as Le Monde qui écrit « Vladimir Zelensky déplore l'attaque de plus de 400 drones et 40 missiles russes la nuit ». Et ça a été assez hardcore. Et quand on voit cette information, peut-être qu'on comprend pourquoi il serre les fesses, en fait. Peut-être parce qu'il a l'impression qu'il est allé peut-être un peu plus loin que ce qu'il aurait dû dans sa façon de briser les accords de paix, etc. Je ne sais pas. On a l'analyse du général Flynn. Donc justement, ça c'est une analyse qui vaut... J'attends toujours que ça apparaisse tout seul, mais en fait, non, c'est moi qui dois le faire. Bon. Pardon, excusez-moi, je dois m'habituer. Alors, analyse importante du général Flynn qui semble confirmer notre analyse de la situation au dernier live. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'exposition de cette force obscure. C'est ce qu'on disait au dernier live. En fait, c'est que toutes ces choses-là montrent que les dirigeants ont envie de discuter, mais il y a une troisième force dedans qui, elle n'a pas envie de paix et qui va faire des attentats et des trucs et perturber, en fait, provoquer. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Flynn ? Attention, je ne crois pas que la récente escalade contre la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie ait été autorisée par le président Trump ou coordonnée avec lui. Je pense plutôt que l'État profond agit maintenant en dehors du contrôle des dirigeants élus de notre nation.
Je crois que ces personnes à l'intérieur, certaines à l'extérieur, de notre État profond, sont engagées dans un effort délibéré pour provoquer la Russie dans une confrontation majeure avec l'Occident, y compris les États-Unis. Il est temps de prendre des mesures énergétiques contre ceux qui abusent de leur autorité en tant qu'employés du gouvernement pour manipuler les dirigeants élus de notre pays. J'aurai bien d'autres choses à dire très bientôt. Le renseignement ne dort pas, il se développe, il dit. Donc, en gros, il parle de cette troisième force, l'État profond, qui vient et qui se manifeste et qui veut mettre tout le monde en guerre, en fait. Tu vois? Et là, on est en train de le voir parce que on a appris après que Trump, il n'était pas du tout informé des attaques de Zelensky. Rien du tout, il n'était pas du tout au courant. Et qu'il n'est pas d'accord, hein. Et Oui. à juste titre. Parce qu'en fait, ça met en péril, parce que les États-Unis font exactement la même chose que la Russie. Ils exposent leurs bombardiers stratégiques, et si ces attaques sont possibles à faire en Ukraine, ça veut dire qu'ils sont tout à fait possibles à faire n'importe où ailleurs. Oui. Et c'est Trump, il a dit comme ça. Ça veut aussi dire que si jamais le fait de respecter les accords de non-prolifération nucléaire amène au fait que voilà, on se fasse attaquer, ça rend ces accords caducs de facto. Et du coup, on repasse dans une espèce de course à l'armement entre les plus grandes puissances nucléaires mondiales. Donc oui, mais effectivement, mais il y a un intérêt de la part de l'OTAN ou de cette troisième force ou de l'État profond, ou tu l'appelles comme tu veux, de mettre le feu aux poudres en ce moment. Ils veulent la guerre et ils veulent que Poutine soit le premier qui frappe, quoi. Donc c'est... Moi, c'est ça que je vois. Je vois un effort plus que considérable de pousser Poutine à ce que ce soit lui qui lance la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Ils ne veulent pas que l'histoire se souvienne de l'OTAN comme les déclencheurs de la guerre mondiale, même si ceux qui ont un cerveau, des yeux et des oreilles, tu vois, ils voient très bien qui est derrière les manœuvres, tu vois. Il y a quelque chose qui sera écrit dans les livres d'histoire dans 50 ans, quoi. Donc, justement, cette guerre, ils ne peuvent pas la gagner. Ils essayent de battre la Russie depuis plus de 1000 ans maintenant. Ils essayent. Et ils n'y arrivent pas. Regarde, à chaque fois qu'il y a eu une haute autorité, un grand pouvoir qui s'est développé en Europe, il est parti faire la guerre à la Russie. Regarde l'histoire. C'est juste la même chose qui se répète. Et comme dans le passé, ils se sont cassés les dents, cette fois aussi, ils le savent. Ils essayent, mais ils le savent. C'est peine perdue. Je ne sais même pas pourquoi ils essayent. Ouais. Et donc, c'est très simple. Là, j'ai une autre analyse. C'est clandestine qui fait la sienne. Et comme ça, on discute. Zelensky et ses collaborateurs de l'OTAN n'ont jamais eu l'intention de se rendre. Leur objectif est de provoquer Poutine pour qu'il utilise des armes nucléaires ou une force excessive afin qu'il puisse entraîner l'armée américaine via l'alliance de l'OTAN pour combattre la Russie directement pour eux. Simple. Ils veulent la Troisième Guerre mondiale. Ils veulent détruire la Russie par tous les moyens nécessaires parce que Poutine refuse de se plier à l'État profond et à sa quête d'hégémonie mondiale. Et ça, c'est pas que Poutine, c'est la Russie en tant que pays égrégore n'accepte pas ça. L'État profond veut détrôner Poutine et prendre le contrôle de la Russie, comme ils font à chaque fois, et il sait qu'il a besoin de l'armée américaine pour y parvenir. C'est pourquoi ils insistent tant pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN et qu'ils tentent de provoquer la Russie. Enfin, Poutine. Ils essaient de forcer l'armée américaine à intervenir directement et à vaincre Poutine. C'est ce que veut l'État profond. C'est la raison d'être de l'Ukraine depuis au moins 2014 et probablement depuis des décennies. Cela a toujours été leur objectif ultime avec l'Ukraine, la Troisième Guerre mondiale et la destruction de la Russie. Point. Ce n'est pas compliqué en fait. Ce n'est pas compliqué. Du coup, il n'y a rien à comprendre derrière. Et moi, ça c'est le deuxième prisme d'analyse et moi je vais vous donner mon troisième prisme d'analyse. Qui est l'acteur qui paraît le plus faible en ce moment? La Russie, les États-Unis ou l'OTAN? L'OTAN. Du point de vue de qui? Du point de vue de vous? De l'observateur lambda, l'OTAN, puisqu'on n'entend pas parler, ils se font un peu discrets. Ok. Ils ont perdu la Turquie, si je ne dis pas de conneries, ou ils sont en train de la perdre. Ils ont perdu les États-Unis, ok? Donc Trump, il ne soutient plus les projets de l'OTAN. Et donc, l'OTAN, il se montre terriblement faible en ce moment et il semble réagir comme s'il était faible. Okay? Mais, un certain Trump, il a parlé de Sun Tzu et de sa stratégie « montre-toi faible quand t'es fort, montre-toi fort quand t'es faible ». Donc, si l'OTAN
se montre faible, parce que sinon on peut le voir, c'est qu'il veut le montrer. Donc si l'OTAN se montre faible, peut-être qu'il est fort. Pourquoi? Parce que l'OTAN et l'administration Trump, le gouvernement Trump, travaillent ensemble pour tendre un piège à la Russie. Alors, d'où je tiens ce troisième scénario, c'est ce qui serait en train de dire les prophéties. OK? Et donc, dans ce cas précis, ça serait l'Ukraine qui serait utilisée pour épuiser les forces militaires de la Russie, okay? Les faire gaspiller leur énergie, sous prétexte que c'est bon, Trump derrière, il assure, etc., etc. Et qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe et que tout d'un coup, la Russie, elle se retrouve avec deux ennemis au lieu d'être avec les États-Unis contre l'OTAN, qu'il se retrouve seul contre l'OTAN et les États-Unis. Ça, c'est aussi une possibilité. Et c'est un troisième scénario parce que montre-toi faible quand tu es fort, montre-toi fort quand tu es faible. Je regarde un petit peu la stratégie globale. Donc, je tiens à mettre ça en l'air parce que d'un côté, OK, Trump, si ce n'était pas lui, aujourd'hui, on serait déjà en guerre, certes. Okay? Ça, c'est indiscutable parce que l'OTAN, il n'aurait pas quelqu'un qui les contredirait et qui aurait de l'autorité sur l'OTAN, tu vois. Et donc, on serait déjà en guerre. Mais, maintenant, il est là. Est-ce qu'on aura la paix ou est-ce qu'on va juste repousser le problème pour qu'il pète plus tard? C'est ça la grande question. Moi, je vais te dire que ce scénario de finalement, en fait, Trump, il bossait avec l'État profond depuis le début, ça fait plein de fois qu'on me le propose et moi, ça fait plein de fois que pour moi, il fait absolument aucun sens. Il n'y avait pas besoin de se donner tout ce mal qui se sont donnés ces 5 dernières années pour détruire les plus gros piliers du mondialisme, en particulier les médias mainstream, pour en arriver là. Ils auraient continué à faire comme avant. Si, à condition qu'ils voudraient construire un nouvel ordre mondial. Il faut détruire l'ancien. Oui, mais pour construire. Pourquoi avoir fait toute cette campagne qui consiste à décrédibiliser les médias mainstream? Pour moi, ça fait pour aucun sens. Polariser le monde et déstabiliser psychologiquement les populations mondiales qui ne savent plus qui croire, avec qui se caser. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais avant, on était déjà, on savait, on en était déjà là, en fait. Avant, il n'y avait déjà aucun espoir. En fait, Trump arrive, il met une espèce de forme d'espoir, il fait que aussi par un tout un tas d'autres sujets qui s'organisent, qui mettent en place des communications pour aller contre la censure, pour aller contre la rhétorique du gouvernement. Ouais, contre la censure, mais toutes ces choses-là, ok, je comprends, mais après, pour moi, la raison, c'est une hypothèse. Pour moi, cette hypothèse ne tient pas la route. Après, est-ce que ça veut dire que Trump va réussir à faire ce qu'il veut? L'avenir nous le dira. Mais pour moi, la raison serait de l'ordre plutôt ésotérique, en fait, concernant cette histoire de ce pourquoi il a fallu passer par toutes ces étapes-là. Parce qu'il fallait fédérer autour d'une figure un certain nombre de personnes qui étaient réfractaires quant au mouvement du monde qui prenait avec l'OTAN, avec l'État profond, etc. Trump, si je devais aller dans le sens de ce que tu dis, Léo, afin qu'il y ait assentiment quant à ce qu'il va faire Trump, afin qu'il lui donne la légitimité, la chose d'agir. L'autorité. Et qu'en fait, c'est une chose plutôt de l'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas endosser, eux, entièrement, le poids qui peut provoquer une troisième guerre mondiale. Non, mais je suis désolé, je pense que sur toute la population de l'Occident, quoi. Je pense que cette hypothèse ne fait pas de sens. Parce que dans ces cas-là, il y a 10 ans de ça, tu avais 90% des gens qui faisaient confiance aux médias mainstream. Tu l'avais, la validation de la population. Tu avais les ploucs comme nous là, qui allons sur YouTube et qui disaient « Ah, théorie du complot, regardez sur Facebook, je partage des liens et tout ça ». Mais on était très très peu. À quoi ça sert ils avaient déjà cet assentiment, ils avaient déjà le contrôle. La résistance, elle était complètement désorganisée, il n'y avait rien. Alors, pourquoi? Si on regarde dans l'histoire, et justement là, la série Révélation se révèle très utile, une fois que cette parasite égrégore, tu vois, il consomme le véhicule, ok, une fois, ça va être l'Empire romain, Saint-Empire romain allemand, tu vois, catholique allemand ou je sais pas quoi. Le Deuxième Reich, c'était les Prusses. Troisième Reich, c'était Hitler. Une fois qu'ils atteignaient, ils consument complètement le truc, ils le font disparaître, mais avant de le faire disparaître, ils ont déjà infiltré le suivant.
Et c'est ce qu'on a appris avec les histoires des Prussiens. Toujours, ils disparaissent dans une défaite. Comme les Templiers à l'époque, qu'ils ont disparu soi-disant parce que brûlés, etc. Alors que non, ils n'ont pas disparu du tout. Ils ont continué ailleurs. Et donc, du coup, pourquoi faire tout ça? Parce que tu as un parfait coupable. Et ça sert de décharge pour que les gens ne se mettent pas en colère contre ce nouveau pouvoir autoritaire qui arrive, qu'ils soient en colère contre l'ancien qui est déjà périmé, consumé. Ça aurait fait du sens si jamais on avait l'ancien pouvoir, c'est-à-dire la continuité de Bush, Obama et compagnie, qui avait fait une guerre contre la Russie, qu'à ce moment-là, il y aurait eu des milliers, des millions de morts, et que là, il y avait un sauveur qui arrivait, et que ce sauveur aurait été infiltré. Mais finalement, c'est quoi la grande victoire de Bush, Obama et compagnie? Ils avaient tout. Ils avaient tout et ils ont tout perdu et ils n'ont rien gagné. Non, ils n'avaient pas tout puisqu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce que justement, on a eu une PSYOP qui s'est mise en place, on a eu l'organisation Trump qui s'est mise. C'est la PSYOP, ouais, ok. Moi, je pense, tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que c'est le sujet de la soirée aussi, c'est la polarisation. C'est parce que je vois des attitudes dans le camp des patriotes que je n'aime vraiment pas et que je commence à comparer de plus en plus avec la montée du nazisme. Parce que si on apprend... C'est autre chose, ça. Non, mais justement, pourquoi? Parce que tu poses la question, pourquoi il aurait besoin de tout ci, tout ça, détruire, machin, pour polariser la société? Parce que du coup, tu as fait des victimes, tu en as créé des victimes. C'est-à-dire ceux qui ont compris ce qui se passait et qui ont été attaqués injustement, ils se sont mis dans la position des Juifs. Et tu te rappelles, c'était le cas à l'époque. Tu vois, on se disait, limite, on doit mettre une étoile, etc. Et donc, du coup, dans l'évolution de la création de cette psychose de masse, il y a cette étape de la victimisation d'une partie de la société, tu vois, et de la stigmatisation. Et on est passé par cette étape-là. Et le fait que nous, on savait ce qui se passe, etc., ça nous met encore plus en colère. Et du coup, aujourd'hui, on se croit encore plus légitime. Et je vois des attitudes de certains patriotes maintenant qui vont aller chier sur tous ceux qui remettent en question quoi que ce soit sur Trump. Mais genre d'une façon très agressive et honnêtement borderline fasciste si ce n'est pas au-delà de ça, tu vois. Okay. Donc, et tu veux ça. Voilà, tu veux ça. Et donc, du coup, à quoi ça a servi toute cette histoire de démonter les médias, etc., etc. Ça a servi à créer cette polarisation, à créer ces victimes qui maintenant s'estiment légitimes. Parce que tu sais, eux, ils ont souffert, ils étaient seuls, ils ont fait, machin. Et maintenant, ils méritent à ce qu'on les écoute et qu'on ne les remette pas en question. Tu vois ce que je veux dire? Ça a provoqué ce genre de sentiment. Il faut comprendre que quand on veut pousser la Deuxième Guerre mondiale, elle ne s'est pas faite juste comme ça. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une crise financière, il y a eu un chaos social, et ensuite, il y a eu des boucs émissaires qui ont été désignés, ok? Et ils ont créé cette polarisation. Mais ce n'était pas que les Juifs à l'époque, hein. Les homosexuels, ils ont créé envers les Tigrans, voilà. Et donc, du coup, ils ont créé cette polarisation où il y avait le camp des gentils et le camp des autres, tu vois. Mais le camp des gentils, c'était celui qui souffrait avant. C'était pas les mainstream, c'était les résistants, c'était les nationalistes qui se sont rebellés contre un complot financier juif, tu vois ce que je veux dire? Et là, on est en train de répéter la même scène. Et donc, si on n'est pas attentif, moi, c'est pour ça que je provoque. Tu vois, c'est de la pure provocation que je fais là. Mais je provoque exprès pour qu'on n'abandonne pas notre libre arbitre et notre autorité et qu'on se mette à dire « Ah, Trump l'a fait, Trump ». Et à chaque problème qu'on ne comprend pas, on part du principe « Trump, c'est le gentil, l'OTAN, c'est le méchant ». Moi, je ne fais pas ça. Chaque situation, je l'analyse à nouveau avec des yeux neufs. Sinon... oui, donc, il s'agit de préciser qu'on s'autorise en fait à rire librement sans dogme, en fait, sur n'importe quel acteur géopolitique et politique du monde et réfléchir sans connaître leur intention réelle, juste réfléchir dessus sur leur action et ce qu'ils font, sans forcément dire que ce qu'on émet comme une hypothèse là actuellement soit absolument vrai. C'est tout. Et c'est là... Non, mais ça je veux dire, il n'y a pas de problème, on s'autorise à réfléchir, et puis c'est très bien qu'on puisse en discuter, en débattre sans animosité ou quoi que ce soit, au moins entre nous trois, donc ça c'est déjà un bon début, et puis si ça peut donner l'exemple derrière pour d'autres, c'est très bien. Maintenant... Moi c'est ça, moi ça me gêne maintenant que... Arrête de couper la parole à Rudy, Léo. Attention. J'ai vu le message dans le chat. Non, parce qu'il y en a un truc que j'essaie de placer depuis tout à l'heure. Le coup de... Il s'est barré. Le coup de Sun Tzu et l'art de la guerre, oui, c'est très vrai, mais c'est pas du tout le playbook de l'état profond. Hein.
Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui te fait croire? Tu vois, le plus grand péché de l'humanité, c'est l'arrogance. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, Rudy, tu as compris le plan des services de renseignement qui ont des sources beaucoup plus importantes que nous, okay? Et une expérience et de l'équipement et de la technologie? Toi, tu penses, parce que tu as vu quelques trucs sur Internet, que tu as compris à 100% le plan de l'OTAN. Moi, je te dis, moi, je l'ai dit depuis le début. C'est une question de style. Si nous, on a compris le plan de Q, c'est que le plan, il n'est pas bon. C'est que l'ennemi l'a compris aussi, etc., etc. Donc, si tu veux, je pars du principe que tout ça, c'est juste des ficelles qui en tirent sur la psychologie des masses pour les tirer dans telle ou telle direction. Je t'écoute. Moi, le point que je veux soulever, c'est que jusqu'ici, alors peut-être qu'ils ont changé, mais jusqu'ici, l'OTAN et l'État profond ne s'embarrassaient pas d'essayer de paraître faibles quand ils étaient forts et de paraître forts quand ils étaient faibles. Parce que tu te mets en 2018, quand ils étaient très forts, mais allez, même 2015, là, juste avant le premier mandat de Trump et tout ça, quand ils étaient très forts, bah, regarde ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein, regarde ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils n'ont pas pris la peine de paraître faibles. Non, ils y sont allés, ils ont fait, c'est nous les patrons, on va vous raser tout, on va vous remettre à l'âge de pierre en vous mettant genre 2 milliards de bombes sur votre gueule. Et puis après, voilà, quand vos cadavres seront bouffés par les chiens, on va les prendre et puis on va les montrer à la télé. Ce que je veux dire, que c'est pas l'art de la guerre, ça. Donc c'est pour ça que l'argument sur lequel tu bases ta réflexion. Non, c'est pas ça l'argument. Moi, je base ma réflexion sur les prophéties qui me disent de garder mes yeux ouverts, parce que c'est quand tout le monde se sentira genre ouais, c'est bon, ouais, c'est là où il faut garder les yeux ouverts. Et donc du coup, là, excuse-moi, on sent pas ouais. Tout le monde parle pas de paix en ce moment. Au contraire. D'ailleurs, c'est ce que tu disais. Non, c'est ce que je disais. C'est quand tout le monde parle de guerre, il n'y aura pas de guerre. C'est quand tout le monde parlera de paix qu'il faut garder les yeux ouverts. Tu vois? Et ça rime en plus, c'est pour une chanson. Donc, moi, c'est ce que je pense, et c'est littéralement la description qui accompagne le live de ce soir. Tu vois? Donc, bon, voilà. Alors, pour ce sujet-là, voilà, on a vu ces 3 points de vue. Le point de vue mainstream, le point de vue patriote, et puis moi, j'ai posé un 3e point de vue. Maintenant, vous avez les 3. Et, juste un truc, si on peut revenir sur le premier point de vue, qu'est-ce qu'ils disent les médias mainstream exactement? Parce que moi, je les regarde tellement. Alors, globalement, que méchante Russie bombarde l'Ukraine injustement. Voilà, en grand. Ils ont osé, là? Il fallait le faire quand même. Ouais. Suite à ce qui s'est passé hier, ils ont dit que c'est des... et je pense que cette histoire de TF1, ils ont été forcés de fact-checker quelque chose, parce que comme on a déjà dit plein de fois, les opérations secrètes en ce moment, elles ne fonctionnent plus. Avec l'IA que les gens peuvent utiliser aussi, et avec les compétences qu'on trouve chez des gens qui regardent, tu vois, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire comme opération secrète sans que tu sois exposé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça. Après, ils ont vu qu'ils se sont fait griller, parce que tout Internet a montré que, voilà, c'est pas des vrais avions. Je veux dire, je sais pas ce qu'ils ont bombardé, mais c'était pas ce qu'ils disent. Et ils ont forcé la main des fact-checkers pour qu'ils disent ça. Parce que l'article du fact-checking, ça dit quand même, attention à ce que vous regardez sur Internet, des informations. Moi, j'ai une autre hypothèse, en fait. C'est que, alors, qui était dans le coup, je sais pas, mais que Trump, il prétend qu'il n'était pas au courant, il est très possible. Ça m'étonnerait fort que le renseignement américain n'ait pas été au courant de quoi que ce soit qui se passait là-bas. Alors, surtout si tu as Mike Pompeo et Lindsey Graham qui vont la veille pour aller chanter qu'il faut faire une guerre de blitzkrieg. Donc derrière, peut-être que cette opération a été laissés volontairement là. Peut-être que effectivement, ce qu'ils ont fait passer comme des avions militaires, en fait, une semaine avant, ils les avaient changés, ils avaient mis des vieux trucs tout pourris qui font aucun sens, qui expliqueraient un petit peu les incohérences que tu pointes du doigt, pour justement justifier une position où aujourd'hui, on a, si jamais j'ai bien compris ce que tu disais, Nicolas, on a même le narratif mainstream qui lâche encore plus l'Ukraine que ce qu'ils ont déjà lâché avant, parce que c'est pas la première fois qu'ils se font lâcher, et que du coup l'Ukraine se retrouve tout seul, complètement isolé, face à une Russie qui serait complètement légitime à riposter, et face à des États-Unis qui disent bon bah voilà quoi, maintenant nous on vous soutient plus. Donc ça me paraît plus cohérent en fait. Mais le but globalement de cette attaque, effectivement, de présenter à tous les acteurs mondiaux, si la Russie ne réagit pas, elle paraît comme faible et pas capable de défendre ses intérêts stratégiques important. Et ça s'adresse aux pays africains, à la Chine, à l'Iran, à l'Inde, machin, etc. Et du coup, oui, le but, c'est de pousser la Russie à réagir. Et la Russie, elle a réagi d'une manière un peu, comment dire, disproportionnée, mais genre dans la plus faible mesure. Il y a eu un gros bombardement sur l'Ukraine
un énorme bombardement sur l'Ukraine, même on va dire dans les proportions, mais qui n'a rien à voir en termes de gravité par rapport à le fait de provoquer la doctrine nucléaire russe. D'une manière aussi intense que telle qu'elle a fait. Qu'est-ce qui a été bombardé en Ukraine ? Généralement, c'était plein de choses. Il y avait les systèmes patriotes, il y avait des usines de production des moteurs pour les avions, pour des tas de choses, des fabriques. Alors effectivement, il y a eu aussi des victimes civiles et des missiles qui ont touché des endroits comme ça. Donc voilà, beaucoup de choses. Ok, dans tous les cas, on garde un œil sur cette histoire, mais je ne pense pas qu'on va avoir la guerre encore et que tout ça, c'est un grand cirque pour attirer l'attention de ceux qui ne s'intéressent pas à ça. Tu vois, il faut que tout le monde regarde. Donc, la situation, je pense qu'aux yeux de tous, elle va s'empirer. Tu vois, c'est qu'on va avoir l'impression, je devrais changer les plans, qu'on va avoir l'impression que la guerre commence, blablabla, mais ça ne sera pas là que ça se passera en fait. On n'aura pas de guerre pour l'instant. Voilà, c'est ce que je pense. Juste, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est ton histoire de Sun Tzu là qui me tourne là. Qui c'est qui paraît faible en ce moment ? Je veux dire, Poutine en une semaine, il s'est pris une tentative. Non, c'est l'OTAN, c'est pas Poutine. La Russie paraît carrément faible. Ils se sont fait. Il y a eu une tentative d'assassinat. Il a failli se prendre un. Mais ça dépend à qui tu poses. Ça dépend à qui tu poses la question. Mais si tu poses la question à Madame Michu devant BFM TV, elle voit que la semaine dernière, elle a failli se faire assassiner Poutine. Cette semaine, avec des drones à 50 €, ils sont arrivés à péter des missiles nucléaires. Et Trump aussi paraît très faible en ce moment. Pas par rapport à ça, mais par rapport au sujet. Faible paraît Zelensky quand il demande limiter. Venez négocier, ne faites rien. Alors que Poutine derrière les classes de terroristes coupant les négociations. Si il était dans un état, enfin là j'ai pas l'impression que c'est du jeu et puis j'ai pas l'impression que Poutine, en voyant les nouvelles, parce qu'il faut savoir, tu sais, que ces nouvelles, elles sont pas pour l'image de ceux qui croient à la télé, elles sont pour l'image des gens qui ont 2 neurones dans leur tête, tu vois, parce que c'est ceux-là qu'il faut manipuler. Les autres, ils sont facilement manipulables, il faut même pas mettre de moyens. Tu leur dis c'est comme ça, ils comprennent, ils acceptent, ils ne remettent pas en question. C'est tout le cirque là, il est fait pour les plus attentifs. C'est cela qu'il faut pousser dans tel ou tel sens. Mais écoute, moi, je vous dis, laissons cette histoire. Voyons voir comment elle va évoluer. Oui, je devrais changer les plans. Les gars, rappelez-moi. Il y a le sommet de l'OTAN qui va avoir lieu bientôt. On en a parlé au précédent live. Il y a Zelensky qui veut s'incruster. Non, a priori, il y aura Trump. On va voir ce qui en sortira de là-dedans.